le président a annoncé que les troupes russes rassemblaient un nouveau groupe près de la frontière, à 90 km de Kharkiv. Nous connaissons toujours l'existence de ces forces, mais l'interdiction alliée d'utiliser des armes sur le territoire de la Russie est en vigueur. Entre-temps, des sources ukrainiennes et russes rapportent que l'offensive russe dans la région de Kharkiv a été stoppée. Les forces armées ukrainiennes se préparent à contre-attaquer, a annoncé cette semaine l'état-major. Notre reporter militaire Andriy Tseplianko savait quelle est la situation actuelle dans la région de Kharkiv et connaissait un autre front que les moscovites voulaient y ouvrir. L'offensive russe dans la région de Kharkiv a été étouffée, malgré les problèmes et les erreurs commises par les défenseurs ukrainiens à la veille et dans les premiers jours pour repousser l'attaque des occupants. Mais il est désormais nécessaire d'analyser attentivement ces erreurs afin de les éviter dans la région de Soumy, où les Russes veulent clairement répéter leur blitzkrieg local. La tentative d'offensive russe dans la région de Kharkiv évoque un sentiment de déjà-vu à l'hiver du 22. Les Russes pensaient que ce serait une aventure facile pour eux, à pied jusqu'à Vovchansk, et peut-être même jusqu'à Kharkiv. Ils savaient où ils devaient contourner les champs minés. Ils savaient combien de temps il nous fallait pour constituer des réserves. Et ils savaient probablement que nous manquions de combattants dans les tranchées creusées à la hâte. Et les constructeurs civils ne brûlent pas du désir de construire des structures de défense sous le feu. Nous sommes assez loin de la ligne de front, à quelques kilomètres au moins. Et quand on voit ici ces dents de dragon en béton, ces routes de campagne froissées, deux questions se posent. Pourquoi sont-ils ici et pas là? Et qui devrait en être responsable? Mais les occupants ont encore une fois commis une erreur de calcul. Ils prévoyaient de capturer Vovchansk et Lipt en 2 jours, créant ainsi une tête de pont considérable au nord de la région de Kharkiv, à partir de laquelle il serait possible d'attaquer Kharkiv elle-même. Mais le plan pour Vovchansk et Lipt n'a pas fonctionné en 2 jours. Et maintenant, ne fonctionnera plus. On voit chez l'ennemi le potentiel d'une à grande échelle. Offensive ou manœuvre? Oui. Eh bien, il me semble que c'est une manœuvre. Parce qu'ils essaient d'étirer nos forces. Plus ils créeront de foyers de conflit, plus cela sera difficile pour nous. Difficile, parce que nous sommes obligés de transférer des réserves. En fait, l'ennemi nous a obligés à créer un autre front à côté de la ville d'1 million d'habitants. Jusqu'à présent, il s'est formé autour de 2 zones du territoire ukrainien. Là où les Russes n'ont avancé que de quelques kilomètres. Mais leurs projets sont clairement plus ambitieux. Car avec une défaite folle de 8 contre 1, ils tentent de prendre pied dans ces zones et de relier les deux en une seule tête de pont. Cependant, nos militaires promettent de vaincre les occupants. Je pense que nous avons déjà pris l'initiative. Certainement. Jusqu'à ce qu'ils comprennent et voient qu'ils ne réussiront pas. Un maximum d'1 mois et, si Dieu le veut, tout arrivera. Il s'avère maintenant qu'ils seront à nouveau repoussés derrière la frontière. La 92e brigade, transférée à la défense de Kharkiv, prend rapidement position et empêche l'ennemi d'atteindre Liptsi. En principe, nous avons maintenant stabilisé la situation, nous l'avons arrêté ainsi. Nous gardons toute la direction constamment sous contrôle de tir. Autrement dit, non seulement il lève la tête, mais quelque chose s'y envole à Vovchansk. Grâce à des efforts incroyables, les unités ukrainiennes tiennent depuis près de 2 semaines la ligne de front le long de la rivière Vovcha. Ils sont amers. Des combats acharnés. Une guerre assez maniable en ville. Des combats très maniables. Les forces formaient parfois, fabriquées, vous un seuil à plusieurs niveaux. Autrement dit, un bâtiment est le nôtre, un pour l'ennemi. Dans la partie occupée de Vovchansk, les Russes se couvrent de civils comme boucliers humains. Et comme au début de la guerre, ils se tuent délibérément, sans aucune raison. Les éclaireurs aériens ukrainiens voient les corps des civils partout. Les Russes sont à ciel ouvert. Au début de l'offensive russe, nous avons reçu de cette vidéo. Le corps d'une personne en fauteuil roulant près de l'hôpital de Vovchansk. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une femme de 70 ans dont son mari a été témoin de la fusillade. Le vieil homme a été évacué. Je crie immédiatement. Nous sommes des civils, que fais-tu? Et je me retourne, et ma femme, je la regarde, elle a un tel trou, son cerveau est visible. Je pleure,
je crie. Le fardeau moral de la mort de civils ukrainiens repose probablement sur les amis proches de l'Ukraine, qui ont limité l'usage de leurs armes. Lors de la planification d'une attaque dans le nord de la région de Kharkiv, l'ennemi savait qu'il pouvait, pratiquement sans se cacher des renseignements ukrainiens, créer un coup de poing. Seulement pour une raison. Les Alliés ont interdit aux Ukrainiens d'utiliser leurs armes sur le territoire russe. Заборона на використання американської та європейської зброї по російській території призвела до того, що Україна не змогла Interdiction de l'utilisation des armes américaines et européennes sur le territoire russe a empêché l'Ukraine de construire efficacement des fortifications à la frontière. La Russie a détruit les constructeurs ainsi que leurs équipements simplement du plus profond de son territoire. Et l'Ukraine n'a pas pu répondre. Mais ici, dans certaines régions de la région de Kharkiv, il a été possible de faire face à cette situation. Mais sans rien de nouveau. Pas de nouvelles armes occidentales, mais d'anciennes des musées soviétiques. Nous répondons au projet de loi. Il s'agit d'un canon D-44. Le calibre n'est pas très convaincant. 85 mm. Probablement la plus petite parmi les canons d'artillerie ukrainiens. De quelle année est ton arme? Notre production a commencé vers 1944, peut-être au 48e ou au 52e. Les drones sont l'ennemi le plus dangereux pour un canon. En mode 24 heures, 24 et 7/7, le ciel au-dessus est surveillé par un scanner. Cela aide de voir et de comprendre ce que nous avons au ciel en ce moment et à y répondre. Quel est le ciel maintenant? Maintenant c'est propre. La soi-disant famine des projectiles vient de commencer. Plusieurs batteries de ces canons ont été créées dans les bataillons d'assaut de la 92e brigade. Et ils ont contribué à freiner l'offensive ennemie à l'est. Il reste encore suffisamment de vieux coquillages pour des expositions dans les musées. En 2 jours, nous avons largué 150 obus. Désormais, le 92e prend le contrôle de toute une bande le long de la frontière russe. Et avec de tels canons de musée, il essaie d'empêcher les agresseurs de pénétrer dans la région de Kharkiv par d'autres points. Dès le début, je n'ai rien caché. J'ai dit franchement que nous travaillons sur leur territoire. Ils tentent de dissuader l'ennemi depuis les airs. Les éclaireurs aériens du 1er bataillon d'assaut surveillent en permanence la frontière. Et lorsqu'ils voient des cibles militaires, ils attaquent immédiatement celles frontalières. Que faisons-nous exactement? Nous aidons à empêcher l'ennemi de constituer une infanterie. Et n'a pas accumulé de force sous forme d'équipement et de moyens de destruction, comme l'artillerie. Avant que nous ne nous arrêtions chez les gars, ils ont réussi à détruire 2 canons ennemis dans la matinée. Cet obusier dispose d'un YCNB, un transport d'infanterie et d'une position cachée à la frontière. Ils ont trouvé la cible et l'ont détruite. Ils ont vu qu'ils étaient enroulés, trouvés et détruits. Ils voient que l'infanterie arrivait, les trouvèrent et les détruisirent. Autrement dit, nous avons, Dieu merci, mais nous tenons bon pour l'instant. Dès que la 92e brigade a atteint la frontière dans la région de Kharkiv, des structures défensives ont commencé à y être activement construites. Les garçons disent qu'ils n'ont pas vu ces tranchées ici il y a 2 semaines. Plafond fiable, un demi-mètre de béton au-dessus. Des tranchées à hauteur humaine équipées de filets. Les capsules en béton avec porte blindée ont l'air fiables. Apparemment, cette capsule pourrait résister à un coup direct d'un projectile. Mais il y a un problème. La longueur de cette section est de plusieurs centaines de mètres. Mais c'est à cela que devrait ressembler toute la frontière ukrainienne, toute la ligne de défense. L'ennemi, s'il avance, les contournera. Là où de telles lignes Maginot et Mannerheim n'existent que sur papier. Les occupants disposent de suffisamment de bombes pour détruire rapidement les structures en terre. La tâche des responsables de la défense dans les régions de Kharkiv et de Soumy est de transformer le plus rapidement possible les plans sur papier en fortifications en béton armé. La tâche est le défi pour les convaincre les partenaires de fournir une défense aérienne et d'autoriser l'utilisation sans restriction des armes occidentales contre l'ennemi. La seule façon de récupérer notre frontière. Andriy Tseplenko, Ilya Shinkarenko, Seri Profilov. Semaine TSL. 1+1. Marathon. Les actualités réunies.